Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Je suis ravi de vous retrouver, François Fillon, donc pendant cette matinale sur Radio Classique et sur LCI. Nous allons donc aborder toutes les questions évidemment d'actualité, la conférence de presse du président de la République, la situation à l'étranger qui est extrêmement grave et évidemment les questions économiques. Vous pouvez nous poser vos questions pendant cet entretien à la fois sur Radio Classique et sur LCI, donc sur un compte Twitter, #François Fillon, qui est donc notre invité ce matin. Commençons par l'étranger, il y a ce voyage. Vous aviez il y a une quinzaine de jours demandé qu'on réexamine les alliances parce que la situation mondiale est extrêmement grave. Est-ce que vous considérez que le voyage Merkel-Hollande est un voyage qui intervient trop tard ? En tout cas, c'est mieux maintenant que pas du tout. Ça fait des mois et des mois que je répète inlassablement que M. Hollande et Mme Merkel doivent prendre une initiative vis-à-vis de la Russie, car je considère que il n'y a aucune fatalité à ce que nous entrions progressivement en guerre avec la Russie, ce qui est au fond le scénario qui est en train de s'écrire devant nous et auquel on assiste impuissant. Je vais même aller plus loin, que l'on contribue à alimenter par des postures morales, des jugements qu'on porte sur le fonctionnement politique de la Russie, qui sont en train de créer un état d'esprit, un climat qui est absolument désastreux pour les intérêts de l'Europe. Est-ce que la menace de guerre que vous venez d'évoquer, vous croyez qu'elle est réelle à partir du moment où les Américains sont prêts à livrer des armes ? Parce qu'ils soutiennent ce voyage, mais en même temps, ils veulent livrer des armes. Depuis le début, les Américains mènent une politique qui est très mauvaise s'agissant de l'Ukraine et de la Russie. Les Américains se sont réinventés un adversaire, Poutine, la Russie, qui est un adversaire virtuel, qui n'a aucune espèce de réalité. La Russie ne menace en rien les intérêts des États-Unis. Ah, sauf qu'ils réannexent l'Ukraine, ils ont réannexé la Crimée, et ce matin, j'ai regardé dans le détail. Je vous écoutais tout à l'heure, il y a quelques instants. Avec Fedorovski. Voilà, et faut quand même remettre les choses à leur place. Pourquoi est-ce que nous sommes dans cette situation ? Premièrement, parce que on a laissé entendre que l'Ukraine pourrait adhérer à l'OTAN. C'est-à-dire, on a laissé entendre que l'alliance conçue contre la Russie, contre l'Union soviétique, pouvait aller le plus près possible des frontières russes. Deuxièmement, parce que l'Europe... C'est aussi notre responsabilité, ça. Oui, bien sûr. Enfin, la France a toujours été contre, mais je pense qu'on l'a pas dit assez fort. La deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a laissé entendre que un jour l'Ukraine pourrait rentrer dans l'Union européenne. Ce qui consiste à dire à la Russie qu'on lui dénie le droit d'avoir, au fond, une zone d'influence économique. Et s'agissant de l'Ukraine, c'est quand même un pays qui est peuplé pour une large partie de Russes et qui est à l'origine de la Russie historique. Et enfin, troisièmement, on a signé un accord. C'est ça d'ailleurs qui avait, je vous le rappelle, déclenché les hostilités, un accord exclusif économique entre l'Union européenne et l'Ukraine. Alors qu'on refuse de signer un accord de coopération économique avec la Russie depuis des années et des années parce qu'il est bloqué par un certain nombre de pays d'Europe de l'Est. Donc, bien entendu, la réaction de Poutine est une réaction qui est inacceptable sur le plan du droit international. Quand même. Enfin, nous, on a nos propres responsabilités. Je vous dis quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui considèrent que c'est lui l'agresseur dans cette affaire. Eh ben, ils ont tort. Ils ont tort. Je considère, moi, que nous n'avons pas fait ce que nous aurions dû faire pour contenir la Russie dans une relation pacifique avec l'Europe. Vous savez, quand on a décidé que le Kosovo deviendrait indépendant, ce qui était une violation du droit international, comme l'annexion de la Crimée, d'une certaine façon. Poutine était très fâché, les Russes étaient très fâchés, mais enfin, ils n'ont pas sorti les armes pour l'empêcher. Quand on a voulu combattre Kadhafi en Libye, on a un peu forcé la main de la Russie pour obtenir son accord au Conseil de sécurité. Quand les Russes et les Géorgiens en sont venus aux armes en 2008, Nicolas Sarkozy est allé sur place et on a obtenu de Poutine qui se retire. Donc voilà. Donc ce voyage a une chance de marcher. Je pense qu'il a une chance de marcher. En tout cas, il fallait le faire. Si on ne l'avait pas fait, on aurait été coupable de laisser s'installer une situation d'extrême danger pour l'Europe. Ouais. Ça veut dire que la France et l'Allemagne reprennent la main. Ça veut dire que l'Europe... Donc vous donnez quitus à François Hollande de cette initiative. Absolument.
Absolument. Et je dis simplement qu'elle vient tard et qu'il aurait été beaucoup plus facile d'obtenir des concessions de Poutine il y a 6 mois ou il y a 1 an qu'aujourd'hui. Nous allons faire appel à notre mémoire commune, c'est-à-dire la vôtre, la mienne et celle de ceux qui nous regardent ce matin. Vous vous souvenez de l'affaire du petit télégraphiste, tout le monde s'en souvient. 79, les Russes rentrent en Afghanistan. 80, Valéry Giscard d'Estaing croit avoir obtenu de Léonid Brejnev la possibilité qu'il se retire. Et en fait, le fameux télégramme, d'où la phrase de François Mitterrand, le petit télégraphiste, était un leurre absolu. Donc est-ce que nos deux amis, si je puis dire, Hollande et Angela Merkel, ne sont pas partis pour peut-être se faire avoir, c'est-à-dire revenir avec un cessez-le-feu qui sera brisé 3 semaines plus tard? D'abord, la comparaison entre la Russie et l'Union soviétique n'a pas de sens. La comparaison entre l'Afghanistan et la situation aujourd'hui en Ukraine n'a pas de sens. Je rappelle quand même que la Crimée... je rappelle quand même que la Crimée est à 90% peuplée de Russes, ce qui n'était pas tout à fait le cas de l'Afghanistan. Donc voilà. Quel est le risque qui court? Le risque qui court, c'est que, Poutine leur oppose une fin de non-recevoir. Ma conviction, c'est que si François Hollande et Angela Merkel vont à Moscou, c'est qu'ils ont quelques assurances qu'il y a une volonté de la part de Vladimir Poutine d'aller vers un accord. Il semblerait d'ailleurs qu'il y a un émissaire qui est venu avant que ce voyage ne démarre pour qu'il soit un petit peu organisé. On va parler évidemment pendant tout cet entretien de la conférence de presse de François Hollande de politique économique et de politique française. C'est tout à fait normal, mais je voudrais qu'on clôture sur un aspect la politique étrangère, c'est l'affaire de la Grèce. Le rendez-vous entre Varoufakis, le ministre des Finances grec, et le ministre des Finances allemand Wolfgang Schäuble s'est très mal passé, puisqu'ils ont dit, notamment le grec à la sortie, on n'est même pas d'accord sur nos désaccords. Est-ce que vous y voyez un danger considérable? Il y a un danger, bien entendu. Mais qui est responsable? D'abord, c'est les Grecs qui sont responsables à l'origine d'avoir mené une politique irresponsable, d'avoir maquillé leurs comptes. Je vous rappelle qu'en Grèce, les fonctionnaires étaient payés à des niveaux qui étaient invraisemblables, avec des temps de travail qui n'avaient rien à voir avec la moyenne européenne, et des dépenses publiques qui étaient absolument pas contenues. C'est pas la faute du gouvernement actuel, mais enfin c'est la faute des gouvernements grecs depuis un certain nombre d'années. Nous sommes venus au secours de la Grèce, avec des sommes considérables. S'agissant rien que de la France, on a en gros 40 milliards d'euros engagés dans le soutien à la Grèce. Donc voilà, on demande simplement... mais ils ne veulent plus entendre parler de la Troïka, et ils l'ont dit. La BCE vient de restreindre les crédits aux banques. Non, la BCE, elle fait son travail. Ouais. La BCE, c'est pas une autorité politique, c'est une autorité monétaire. Elle est en face d'une situation d'un gouvernement grec qui repart, qui augmente à nouveau les dépenses publiques et qui laisse entendre qu'il remboursera pas sa dette. C'est normal que la BCE, en tant qu'établissement, en tant que banque centrale européenne, prenne des mesures. Maintenant, c'est au gouvernement et à l'Union européenne de trouver les termes du dialogue avec la Grèce. Je pense que tout le monde est d'accord, y compris les Allemands, pour rediscuter les délais de remboursement de la dette grecque, qui ne sont d'ailleurs pas... La dette grecque est d'ailleurs pas si... on entend parfois dire que la Grèce est étouffée. Vous savez que la Grèce, par exemple, ne rembourse aucun intérêt avant 2022. Qu'il y a d'autres pays en Europe, comme l'Espagne ou comme le Portugal, qui ont des niveaux d'endettement considérables et qui ont accepté de faire des réformes beaucoup plus importantes. Donc la situation pour eux est tenable. Quand ils parlent de leur humiliation, d'un déni de vote démocratique, puisque finalement ils votent... Ça c'est une question très intéressante, parce que, bien entendu, il faut respecter la décision du peuple grec. Si le peuple grec voulait, par exemple, sortir de l'euro, si le peuple grec voulait mener une politique totalement différente, c'est sa responsabilité, et nous n'aurions rien à y dire, si ce n'est naturellement à demander que les engagements qui ont été pris vis-à-vis des contribuables français soient respectés. Mais le gouvernement allemand est aussi démocratique, à ma connaissance. Le gouvernement français est aussi démocratique. Le pouvoir européen est aussi démocratique. Donc il y a la légitimité du gouvernement grec, et en face il y a la légitimité est-ce que vous nous dites ce matin, des autres gouvernements. Qu'ils ont intérêt... Elles sont égales. Et donc il doit y avoir un débat, il doit y avoir un accord. Cet accord, me semble-t-il, interviendra. En tout cas, s'il n'intervient pas, c'est la Grèce qui va connaître des sérieuses difficultés. Parce que la désillusion sera considérable en Grèce quand les électeurs se rendront compte que la promesse de lendemain qui chante et de
de réforme sans effort et de non-remboursement de la dette, c'est une promesse qui ne peut pas être tenue. Dernier point sur ce sujet, parce que c'est quand même important, vous ne nous dites même pas ce matin que vous, à titre personnel, vous souhaitez qu'ils sortent de l'Europe et de l'euro, ce qu'ils n'ont jamais dit, parce que ça sera Non, je souhaite pas ça du tout. Je dis que si on est membre de l'euro, si on a signé des traités, on accepte naturellement les conséquences de ces traités. Quel serait vous parliez à l'instant du respect du droit international à propos de la Crimée, mais enfin le droit international, c'est aussi le respect des traités qu'on a signés. Et une élection dans un pays ne remet pas en cause les traités qui ont été signés. La conférence de presse, passons aux affaires de politique intérieure développées. Il y a le grand concept hollandais du vivre ensemble qui a été défini pendant la conférence de presse. Alors, est-ce que pour vous, parce qu'après on va écouter le rappel des titres, il y aura la revue de presse et on poursuivra donc cet entretien avec les questions, est-ce que pour vous, ce vivre ensemble, c'est une nécessité qui vient des événements du 11 janvier, et l'opposition s'y associant, ou est-ce que c'est au fond une escroquerie intellectuelle et un piège pour la droite? Je parle d'escroquerie intellectuelle parce qu'on est sur un chômage de masse quand même. Non, d'abord les événements du 11 janvier ne sont pas sont la conséquence de deux choses. C'est d'abord la conséquence d'une guerre internationale, d'une crise internationale, qui est la montée en puissance de ce que moi j'appelle le totalitarisme islamique. Il faut jamais oublier que s'il n'y avait pas l'État islamique en Irak et au Levant, s'il n'y avait pas Al-Qaïda, s'il n'y avait pas le Yémen qui est dans le chaos le plus total, il n'y aurait pas eu d'attentats en France. Les attentats ne sont pas générés par la situation intérieure française. Deuxièmement, parce que il y a en France un problème d'intégration, il y a un problème de respect des valeurs républicaines, de sens de l'appartenance à une nation commune, il y a des hommes et des femmes qui se préfèrent aller mourir au djihad plutôt que de vivre dans leur pays natal, qui est le pays des droits de l'homme. Donc ça, c'est une question qu'on doit se poser. C'est une question que François Hollande a raison de poser. Il y a un problème d'unité de la nation française. Mais est-ce que derrière tout ça, le fait de vouloir, j'allais dire d'une manière un peu factice, associer l'opposition à la réflexion, vous apparaît derrière ce vivre ensemble comme une sorte de piège pour l'opposition que vous représentez ce matin? C'est toute la question de l'unité nationale. Moi, j'ai applaudi des deux mains quand François Hollande a appelé à l'unité nationale pour réagir à une situation qui était une situation d'agression par rapport aux valeurs de la République. Simplement, qu'est-ce que François Hollande donne comme contenu à l'unité nationale? Est-ce qu'il y a un dialogue entre l'opposition et le président de la République sur la manière de lutter contre le terrorisme? Non. Est-ce qu'il y a un dialogue sur ce que j'appelle la réorientation de la politique étrangère que j'ai appelée de mes voeux? Et par exemple, la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec la Russie, non plus cette fois-ci sur l'Ukraine, mais sur la Syrie? Comment est-ce qu'on reprend le dialogue avec l'Iran? Parce que si on ne dialogue pas avec l'Iran, on ne réglera jamais les problèmes du Proche-Orient. Et comment on fait pour que le combat contre le totalitarisme islamique ne soit pas un combat Occident contre monde arabe, qui est absurde, mais un combat qui inclut les pays arabes. Est-ce qu'il y a une discussion avec François Hollande là-dessus? Non. Est-ce que vous la réclamez ce matin? Bien sûr, mais je n'arrête pas de la réclamer. Mais je pour lui ai l'instant, proposé rien du tout, et c'est pour ça que je dis que cette posture dans laquelle le président de la République est en train de se complaire, qui consiste à brandir l'unité nationale en permanence, mais sans jamais lui donner de contenu, est dangereuse. Elle est dangereuse pour tout le monde, elle est dangereuse pour le pays, mais elle est dangereuse pour lui, parce qu'à un moment donné, le réveil va être extrêmement brutal. Et surtout, derrière cette posture d'unité nationale, derrière cette question de l'unité nationale, il y a la question du chômage, parce que... Ça, on va y venir. Oui, mais c'est absolument fondamental, parce qu'il n'y a pas d'unité nationale, il n'y a pas de cohésion nationale si on n'est pas capable d'offrir un travail à toute la jeunesse de notre pays. Or là-dessus, le président de la République est totalement fermé au dialogue avec l'opposition. Moi, j'ai encore fait une tentative dans le cadre du débat sur la loi Macron pour proposer à monsieur Macron quelques amendements qui ne constituent pas l'essentiel de la politique que je voudrais voir mener si demain nous étions au pouvoir, mais qui sont des mesures qui permettraient de relancer la croissance tout de suite. Et naturellement, c'est une fin de non-recevoir. Donc cette posture d'unité nationale, elle m'apparaît de plus en plus artificielle et factice. Nous sommes avec François Fillon en direct donc sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Il est 8h29. On va prendre connaissance des principaux titres de l'actualité. Une brève revue de presse et après donc nous poursuivrons sur les questions économiques et évidemment de politique française. Notre conversation donc ce matin en réaction donc à la conférence de presse de François Hollande.